Vous êtes là? Je vous avais pas vu. C'est des chips à la crevette. Ça va vous sinon? Moi ça va. Le thread d'horreur? Ah oui. Alors, comme d'habitude les amis, j'ai 3 histoires paranormales que vous m'avez gentiment envoyées à mon adresse mail. Pause. Bien le bonjour. Bienvenue. cam.témoignage@gmail.com, je vais y arriver. Ah oui, le thread d'horreur d'hier, j'ai pas compris, ça a bugué alors qu'au montage ça ne buguait pas. Donc bon, comme par hasard, en plus je racontais l'histoire, les objets électroniques déconnent, et bah tu m'étonnes, ton objet électronique a déconné aussi ma chérie. Je vous invite à me suivre sur Instagram parce qu'il m'arrive des trucs de fou en ce moment, donc si ça t'intéresse d'aller voir ça, je te mets mon Instagram dans la vidéo. T'as le lien de mon Instagram en barre d'infos. Pour la première histoire, vous allez être choqués, mais vous allez être vraiment choqués, je pense. Je vais vous la lire parce que je trouve que c'est beaucoup plus parlant si je vous la lis. Sur ce, les amis, ne perdons pas une seule seconde en plus et c'est parti pour la première histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonsoir Cam, j'ai beaucoup hésité avant de te raconter mon témoignage. Si tu racontes mon histoire, peux-tu accepter que je garde l'anonymat? Bien sûr. J'ai rencontré le père de mes enfants au lycée à 16 ans, aujourd'hui j'en ai 30. Nous avons eu un coup de foudre inexplicable, notre relation est très vite devenue sérieuse, donc à 18 ans je l'ai présenté à mes parents et lui m'a présenté à sa mère. De mon côté, tout s'est bien passé, mais sa mère à lui a refusé de m'adresser la parole ni de me regarder. J'ai pris sur moi. Par la suite, nous nous sommes fiancés, sa mère était toujours contre notre relation. Mais au moment de nous féliciter, elle embrasse son fils et quand vient mon tour, elle me dit à l'oreille discrètement « Tu as peur de la sorcellerie? Tu devrais ». Nous avons décidé de nous installer ensemble, nous trouvons un minuscule studio à Paris, mais nous étions trop heureux de vivre à deux. Sa mère, toujours contre, nous appelle tous les soirs pour dire qu'on fait une bêtise et qu'on va le regretter. C'est à ce moment que le cauchemar a vraiment commencé pour moi. Quand j'étais seule, quelqu'un tapait à la porte. Je n'avais pas d'œilleton et quand j'ouvrais la porte, le couloir était vide, la lumière automatique éteinte. Je prenais peur, mon mari, mon fiancé à l'époque, travaillait de nuit et des fois on tapait à la porte vers 2h du matin et je paniquais. Des fois j'essayais de regarder sous la porte si je voyais quelqu'un ou la lumière automatique, mais il n'y avait rien. J'ai commencé à être de plus en plus fatiguée, faire des cauchemars, à dormir toute la journée, tellement que j'avais plus la force d'aller travailler. Après des examens, on me déclare que j'ai une maladie auto-immune sortie de nulle part et à la maison ça va pas. On se dispute de plus en plus et sans raison. J'appelle ma mère qui était au courant des menaces de ma belle-mère. Elle purifie le studio à l'aide de prières. Après ça, nous retrouvons enfin la paix. Quelques mois plus tard, j'apprends que je suis enceinte. Ma belle-mère insiste pour renouer les liens avec moi. Elle est même plutôt gentille à ce moment-là. Bref, nous déménageons pour un appartement plus grand trouvé par ma belle-mère. À partir du moment où nous emménageons, tout va mal. Ma belle-mère ne donne plus de signes de vie, ma maladie s'aggrave, je suis enceinte de 6 mois quand je sors faire des courses. Je tombe alors nez à nez avec ma belle-mère et sa sœur. Elles viennent vers moi et là la tante de mon mari me dit « Tu t'es vue? Je ne sais pas ce qu'il fout avec toi, on ne se mélange pas à nous. Il est trop bien pour toi. » Elle pose son panier et elles sortent du magasin d'un coup. Je prends peur, rentre vite et appelle mon mari. Il ne croyait pas à la sorcellerie à l'époque. Il me rassure et me dit que sa tante a vécu au Maroc et qu'elle dit avoir appris des trucs de la sorcellerie, mais que c'est du n'importe quoi, que je ne devrais pas m'inquiéter. Mais il appelle quand même sa maman pour avoir une explication. À partir de ce jour-là, ma grossesse est devenue chaotique. Je perds du sang sans raison, je perds des touffes de cheveux, les médecins m'assurent que le bébé va bien, ils me donnent des compléments, fer, etc. À 7 mois de grossesse, un soir, je perds énormément de sang. J'appelle mon mari qui est à son travail, qui appelle lui-même sa maman. Nous avons 22 ans à l'époque et ma mère était au bled à ce moment-là. Sa mère lui dit, dis-lui qu'elle s'allonge et qu'elle reste sur le lit, ça arrive parfois au 3e trimestre. Pour ma part, je n'écoute pas, je décide d'appeler les pompiers qui m'emmènent directement à l'hôpital. Mon mari n'a pas le temps d'arriver, que j'accouche toute seule. Mon fils est transféré en urgence dans un autre hôpital. Quand mon mari arrive, je lui dis qu'il doit suivre le SAMU avec notre fils. Entre-temps, je supplie pour qu'on me transfère au même hôpital. L'hôpital accepte et me dit que mon fils est stable, qu'il est dans un service spécialisé, etc. J'arrive à l'hôpital où est mon fils et l'infirmière me dit qu'on doit rentrer que un par un pour voir le bébé. J'arrive devant la vitre qui me sépare de mon bébé et là, qui je vois à l'intérieur? Ma belle-mère. Je tape à la vitre pour qu'elle me laisse la place. Elle me regarde et détourne le regard. Je retape plus fort et rentre pour la faire sortir. Au moment de sortir, elle me regarde dans les yeux et me dit «
profites-en bien. Elle m'a glacé le sang. Du coup, j'appelle une infirmière qui me rassure et qui me dit que mon fils est stable pour l'instant. Les heures passent, les médecins passent et repassent. Et vient le moment le plus dur de ma vie. Je tiens la minuscule main de mon fils et à travers la vitre, je vois un médecin et une infirmière parler à mon mari. Je le vois s'écrouler à genoux dans le couloir. Je panique, je sors de la pièce, je laisse mon bébé seul dans sa couveuse. Mon mari se relève et dit qu'il veut me le dire lui-même. Il me prend dans ses bras et m'annonce que notre fils a une hémorragie dans la tête et qu'ils n'ont aucune explication, mais ils savent que le bébé ne passera pas la nuit. J'ai hurlé, pleuré, J'ai hurlé, pleuré, je suis devenue folle de rage contre ma belle-mère. À ce moment, j'ai repensé à son profite-en. Mon bébé est parti à 14 heures de vie dans mes bras. Je pensais que le coup de grâce était donné et que j'avais eu mon quota de malheur. J'étais perdue. Un prêtre appelé par mon mari est venu. Je suis devenue folle, je ne voulais pas qu'il s'approche de moi et de mon fils. Je lui ai hurlé dessus. Des mots horribles sortaient de ma bouche sans que je puisse les retenir. Tout le monde était choqué sauf ma belle-mère qui a dit à son fils « Regarde-la bien, regarde son vrai visage ». Je crois que j'aurais pu l'étrangler de mes mains. J'avais une haine viscérale contre le prêtre et ma belle-mère. Pendant 2 ans, je vivais sans vivre. Je ne sais même pas comment mon mari est resté à mes côtés. Je faisais tout pour qu'on se quitte. J'en pouvais plus de vivre avec la peur de sa mère et de sa tante. Un pied devant l'autre, j'ai repris goût à la vie et me revoilà enceinte à nouveau. D'une petite fille. Nous avons caché la grossesse 7 mois. Et pareil, sa mère veut à ce moment-là renouer les liens. Je refuse, elle insiste, mais je ne cède pas. Elle veut venir à la maison. Du coup, quand elle vient, je sors, je trouve un prétexte. Je m'invente des rendez-vous médicaux. Ma fille arrive, nous sommes très heureux. On rentre à la maison et au bout de quelques mois, ça recommence. Elle est malade, ne se nourrit plus, on lui suspecte une forme de mucoviscidose. Elle est hospitalisée, on lui fait la totale, biopsie, etc. Il ne trouve rien de rien. Ma mère nous emmène au temple et nous passons la journée avec le moine qui nous purifie, avec les prières et offrandes, etc. Ma fille, quelques jours plus tard, va mieux et a une forme d'anorexie. Bref, on surmonte ça et d'autres problèmes de santé également. Nous sommes un couple solide. Je parle à nouveau à mon beau-père des doutes que je vis vis-à-vis de ma belle-mère. Il décide de s'en mêler. Une grosse dispute éclate et mon beau-père les menace. 5 mois plus tard, après cette dispute, il décède dans son sommeil. Je suis meurtrie au fond de moi car je pense que c'est ma faute. Je fuis ma belle famille, évite à tout prix de faire parler de moi. Ma belle-mère, entre-temps, demande à garder ma fille pour le week-end. Je refuse instinctivement. Je me dispute avec mon mari qui, lui, ne croit toujours pas à la sorcellerie. Je finis par céder. Je laisse notre fille aller chez sa grand-mère. En rentrant de chez sa mamie, je défais le sac de ma fille et retrouve dedans une brosse à cheveux qui m'appartenait, que je n'avais même pas le souvenir d'avoir perdue. Il y avait encore quelques cheveux dessus, mais on pouvait bien voir qu'une partie de la brosse était nettoyée. Enfin propre, sans aucun cheveu. Je pète un câble et appelle ma belle-mère directement pour savoir si ça l'amuse tout ça. Elle me répond « on n'a pas encore fini » et elle raccroche. Je pleure, j'ai peur pour moi et pour ma fille, pour mon couple également. Je retourne au temple, puis à l'église et à peine un pied dans l'église, je me mets à transpirer, à avoir chaud puis froid. Puis je fais un malaise et je me retrouve au sol. Je n'ai qu'une envie, fuir, comme si ma vie en dépendait. 1 an après, mon père, dont j'étais très proche, décède d'un cancer généralisé en 1 mois. Il n'y avait aucun signe, rien. On déménage encore et là je fais purifier la maison avant de nous y installer. Mon mari coupe les ponts avec une partie de sa famille, dont sa mère. Pendant le confinement, j'accouche d'un petit garçon en pleine forme, tout va super bien. J'arrive à la fin de mon histoire. Il y a 8 jours, je suis au centre commercial avec mes enfants. Je m'arrête manger une glace avec les enfants et là d'un coup, une femme s'assoit à notre table et me dit « Je suis désolée mais j'ai un message pour vous. Vous avez perdu quelqu'un ?» Un homme à la voix très grave dont le prénom commence par un N. Je lui dis que je suis avec mes enfants et que c'est pas le moment. Mon père a un prénom qui commence par la lettre N. Elle insiste et me dit « Il me dit à l'oreille de vous méfier de votre belle famille et de protéger vos enfants. On vous prépare quelque chose de mal et si vous ne faites rien, votre maladie deviendra plus grave. Il me dit également de vous dire qu'il est près de vous et que vous devez retrouver la foi. » Elle se lève et me dit « Félicitations pour votre union » et part. Je suis sous le choc. Effectivement, on venait de se marier avec mon mari. Je suis rentrée les larmes aux yeux. Je suis encore bouleversée de tout ça. Excuse-moi, c'était très long, mais tout ceci est bien réel.
Alors ne t'excuse pas ma belle, vraiment c'est horrible, c'est inhumain de faire ça. Je comprends pas. Je suis désolée pour tout ce qui t'est arrivé, vraiment. Aucune personne ne mérite ça. Je pense que sur ta brosse à cheveux, ta belle-mère a pris tes cheveux et en a fait de la sorcellerie. Donne-nous de tes nouvelles s'il te plaît, vraiment ça m'intéresse. J'ai mal au cœur en fait, toi vraiment. J'espère que ça va aller, je t'envoie tout mon soutien. Cette femme est juste horrible. J'espère qu'elle va récolter vite, très vite ce qu'elle a semé, très rapidement. Mais de toute façon, elle l'emmènera pas au paradis. Merci beaucoup pour ton histoire, merci beaucoup de t'avoir confié à nous. On t'envoie tout notre soutien. Si vous avez des conseils à donner à cette personne, vraiment n'hésitez pas en commentaire. Je pense qu'elle est en détresse et elle a besoin de conseils. Du coup, n'hésitez pas, vraiment. Passons tout de suite à la deuxième histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Cette histoire, c'est l'histoire de Charline. Charline, elle a 24 ans et elle nous raconte qu'il y a 2 ans, elle a perdu un ex à elle qui s'est suicidé. Et elle nous dit que depuis ce jour-là, tous les mois, elle se déplace au cimetière et apporte sur la tombe de son ex une rose rouge. Elle nous dit donc, comme tous les mois, elle va au cimetière pour déposer la rose et cette fois-ci, elle s'y déplace avec son fils et le papa de son fils. Et il faut savoir que dans ce cimetière, il y a 2 parties. Il y a un nouveau cimetière et il y a l'ancien cimetière. Et Charline nous dit qu'elle adore en fait regarder toutes les anciennes tombes, voir les dates à laquelle les personnes sont nées, décédées, comment elles s'appellent. Elle aime beaucoup visiter en fait les cimetières. Du coup, après s'être recueillie sur la tombe de son ex, Charline demande au papa de son fils et à son fils s'ils veulent bien aller avec elle du coup dans l'ancien cimetière pour visiter un petit peu. Ils acceptent. Et là, en visitant l'ancien cimetière, le papa dit qu'il se sent oppressé, vraiment pas très bien du tout. Charline lui dit que pareil, elle se sent oppressée, observée et qu'il y a vraiment une ambiance particulière dans cet ancien cimetière. Du coup, au bout de 10 minutes, ils préfèrent partir parce qu'ils se sentent vraiment pas bien. Ils partent et elle nous explique que dès qu'elle passe le muret pour aller dans le nouveau cimetière, toute cette ambiance pesante, cette atmosphère très très pesante s'efface. Arrivé à la voiture, le papa révèle à Charline que dans l'ancien cimetière, il a vu une dame très effrayante avec une robe violette comme dans l'ancien temps et avec un chapeau où il y a le voile, vous savez, qui cache le visage. Et là, Charline, très choquée par ce qu'elle entend, se dit que c'est impossible qu'il invente parce qu'il ne croit pas du tout à ces choses-là. Il faut savoir que le papa ne croit pas du tout au paranormal et est plutôt quelqu'un de très terre-à-terre. Donc du coup, elle se dit, s'il me raconte ça, c'est que vraiment il l'a vu. Et là, quand il lui dit ça, elle se rappelle effectivement quand elle est partie dans ce cimetière le mois dernier avec sa meilleure amie cette fois-ci. Sa meilleure amie, elle qui a des dons de voyance, lui avait dit qu'elle voyait une dame dans l'ancien cimetière et qui était très très mauvaise, remplie de haine. Du coup, elle décide de prendre son téléphone et d'appeler sa meilleure amie. Celle-ci décroche et là, Charline demande à sa meilleure amie comment était habillée la dame qu'elle avait vue la dernière fois dans l'ancien cimetière. Et là, sa meilleure amie lui dit, il me semble qu'elle avait une robe d'ancien temps, violette, également avec un chapeau qui couvre son visage avec un voile. Et là, Charline se décompose. Elle nous dit qu'elle a des frissons qui lui traversent tout le corps et qui terminent jusqu'à derrière son crâne. Ils ont appris que cette dame était très très mauvaise de son vivant et qu'elle a été exécutée par pendaison parce qu'elle avait commis beaucoup de meurtres d'enfants. Et la meilleure amie de Charline lui a dit de faire très très attention quand elle emmène son fils dans l'ancien cimetière parce que cette dame déteste les enfants et c'est possible qu'elle s'en prenne à son fils du coup. Et sa meilleure amie qui est toujours au téléphone avec elle lui demande si son fils n'est pas attristé, apeuré ou agressif. Charline regarde son fils et voit que non, ça va, il va bien. Elle est plutôt rassurée mais se dit qu'elle n'emmènera plus jamais son fils dans l'ancien cimetière et elle réfléchira à 2 fois avant de s'y rendre également. Merci beaucoup Charline de nous avoir partagé ton histoire. Franchement, elle est ouf ton histoire. Comment ta meilleure amie a pu deviner mot pour mot comment elle était habillée en fait la dame? Ça veut dire qu'ils l'ont vraiment vue les deux, ça ne s'invente pas. Franchement, ton histoire, elle m'a donné des frissons. C'est creepy, ça fait peur. Sur ce, mes petites pépites, passons tout de suite à la dernière histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Cette histoire,
c'est Nadia qui nous la raconte. Nadia a 26 ans aujourd'hui, mais cette histoire s'est déroulée quand elle avait à peu près 9-10 ans. Elle nous explique qu'elle dort dans la chambre de sa maman paisiblement. Il est 3h du matin quand elle entend son chien aboyer très agressivement dans l'appartement. Elle se lève pour aller voir ce qu'il se passe et là elle nous dit que son chien est dans la cuisine en train d'aboyer contre quelque chose qu'elle ne voit pas en tout cas. Et là il essaye d'entrer dans la cuisine mais il n'y arrive pas. Comme si qu'il y avait une vitre en fait devant lui. Et là elle nous dit que tout d'un coup son chien baisse la tête, commence à pleurer et s'allonge par terre. Comme si que quelqu'un lui avait ordonné de s'allonger par terre. Là elle prend une bonne inspiration, elle prend son courage à deux mains et elle va voir son chien. Elle le calme, elle lui dit tout va bien. Et en fait tous les soirs, le chien a l'habitude de dormir dans la chambre de sa grande sœur. Du coup elle le prend très calmement et elle l'emmène du coup dans la chambre de sa grande sœur pour qu'il aille dormir. Elle arrive, le chien se pose au pied du lit à sa place de d'habitude. Et là quand elle s'apprête à sortir, elle entend que sa grande sœur a du mal à respirer. Elle est asthmatique et elle est en train de faire une crise. Du coup Nadia commence à paniquer, elle est très jeune, elle a 10 ans, elle sait pas quoi faire, elle commence à pleurer. Sa sœur lui montre sa ventoline du doigt et là Nadia comprend. Elle prend la ventoline, elle la donne à sa sœur. Sa sœur reprend ses esprits, commence à se calmer et du coup Nadia se calme également. Et là tout d'un coup, la sœur de Nadia pointe du doigt la porte d'entrée et là Nadia se retourne et voit un de ses frères qui est devant la porte d'entrée mais il est habillé comme si qu'il allait sortir alors qu'il est 3h du matin, il a sa capuche sur la tête. Nadia lui demande d'allumer la lumière et là son frère allume la lumière et quand les deux voient le visage du frère, elle hurle à la mort. Elle nous explique que la moitié du visage de leur frère était complètement défiguré. Et là quand elles ont hurlé très fort, toute la famille s'est réveillée. Nadia a 3 frères et 2 sœurs, ils sont 6 plus la maman. Tout le monde vient et également le frère en question qui s'approche de ses 2 sœurs et qui dit mais qu'est-ce que vous avez? Et là les 2 sœurs sont très choquées parce que son visage est bien, il n'est pas du tout déformé. Du coup elle raconte qu'il était là devant la porte, prêt à partir et avec le visage complètement déformé. Et là la maman dit ce n'était pas votre frère que vous avez vu, mais c'était une entité. La maman croit beaucoup au paranormal et depuis des années raconte que chez elle, elle voit une dame habillée en blanc, très bienveillante, qui raconte qu'elle est là pour veiller sur toute la famille. Nadia nous dit qu'elle a appris à vivre avec cette présence. Elle ne prête plus attention aux chaises qui bougent, aux chuchotements et encore moins aux affaires qui se déplacent. T'imagines, ça t'arrive, t'es là, t'es allongé dans ton lit, tranquille, et là tout d'un coup tu vois une personne que tu connais devant toi, donc tu lui dis mais allume la lumière, et là tu vois qu'elle a le visage totalement déformé, et en plus elle te regarde mais d'un sang-froid tranquille, tu vois. Non. Voilà mes petites pépites, ce serait d'horreur est terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je te laisse mes réseaux sociaux par-ci par-là, TikTok et Instagram. J'y suis active tous les jours, donc si je te manque entre 2 petites vidéos YouTube, c'est là-bas que tu peux m'y trouver. Sur ce, si t'as kiffé cette vidéo comme d'habitude, je compte sur toi pour me lâcher ton meilleur like, à t'abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Franchement, on est de plus en plus nombreux, ça me fait trop plaisir, vraiment. Si t'es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, mets-moi en commentaire le mot chips. Sur ce, moi je t'embrasse très fort, je te dis à demain pour un prochain thread d'horreur. Prends soin de toi, surtout. Ciao. Ring around the rosy. Eu vou te ser sincero, cara. Como é linda a sua filha, como é lindo o milagre da vida, cara. É fantástico. Eu sei que vocês são ateus, tudo bem, vocês vão arder no mármore do inferno, não há problema, uma escolha sua. Eu vou pro céu, Amém. Assim como a Helena. Quando você olha para uma criança recém-nascida, você percebe a presença de Deus. É maravilhoso, cara. E é lindo. Opa, obrigado, mano. Falou tudo, Casimiro! Acho que foi, hein? Acho que foi, passou. Tá aí, cara. Ô, cara, que isso? Se eu soubesse que tava aqui, eu mandava ele nem te cobrar, cara. Já passei aí, nossa, aqui, mas agora já foi também, já passei, não tem problema, não tem mais. Mãe, deu um saldo insuficiente. Deixa eu te falar, não pagar. Cara, desce daí, cara. Eu já falei, tem que consertar esse estoque aqui, tá uma bagunça do caralho, irmão. Pô, sai daqui. Hi Lorena. Hi, how are you? Okay, how was the week? It
juzgo a extensão é de ensemble, é de mais velho, é de How nice. What do you do there? amor, noite, rosto. Okay, thank you. Bye. O que é isso? Botei ela na microfibra, entendeu? Ó, eu botei ela marrom, botei ela aqui, ó. Também, ó. Entendeu? O tamanho, mano, é bem na real criativo. Um pé na venda e outro no caps. Só que a gente tem que, tipo, cara, todos os outros, vai ficar fora. Ei, menino! Tô pra ficar doido, Zé. Caramba, não tô acreditando. Ele enviando o áudio no crédito. Reclama muito, né, dos caras que são pais. Já ouvi mulher falar que prefere p****, porque às vezes pegou uns caras de grande que machucou muito e não soube fazer. Aí a mulher fica na água. Pô, tem, já ouvi várias mulheres falar isso. Tu tem o contato delas? Tem aqui. Nota aí, 9. Vou mesmo, parece aquele. Como é que é? Aquele indiquinho de que se aperta, né? Tá ligado? Como é que é? Pô, esqueci o nome dessa porra, mulher. Vai, tá com medo? Essa vai ser a minha melhor vigarice. Papo de estampa de camisa, né? Caraca, tentando matar o marido. Colocar a bandeira do país, pegar, fazer a matemática,